Paris-Mille Vies, chapitre 3. La ville s'est vidée d'un coup. Arrivé rue Daguerre, je m'en aperçois, il n'y a plus de passants. Les rues ne sont plus que de longues perspectives fuyantes et silencieuses. Où sont les hommes? Que se passe-t-il? Je deviens fou. M'ont-ils laissé seul? Plus de voitures sur l'avenue du Général Leclerc, plus de foule pressée. Les bruits quotidiens qui font d'ordinaire la voix des villes se sont éteints. Est-ce que tout est déserté ou est-ce moi qui suis passé de l'autre côté du monde? Je ne sais pas où je vais. J'ai le sentiment que cela n'a pas d'importance, que l'essentiel est de marcher et laisser Paris m'envahir. Je traverse la place d'Enfer Rochereau, comme je l'ai fait des milliers de fois dans ma vie, m'apprêtant à descendre en direction du boulevard Saint-Michel. À ma gauche, je dépasse le bâtiment qui fut pendant l'occupation le siège secret de la Résistance. Et cela me semble plus vrai, plus dense que tout ce qui m'entoure. Je sens la vibration sous mes pieds. Ici, des hommes se sont cachés. Ils étaient là, en sous-sol, autour de Rol-Tanguy, préparant patiemment l'insurrection tandis que l'occupant battait le pavé. Ils complotaient sous terre et attendaient leur heure. Je les sens. L'air est doux. Je prends le temps de penser à eux. Est-ce que toutes ces scènes passées vont vivre à nouveau si je les laisse se déployer en moi? De quelle nature sera cette vie? Je n'ai pas de réponse à ces questions, mais je sens que c'est à cela qu'il faut s'ouvrir. J'ai cru que le retournement des morts ne concernait que mon père, mais c'est toute une ville qui m'appelle. Il faut marcher, aller d'un point à un autre et me laisser envahir par les ombres qui réclament d'être pensées et dites. Leur évocation est leur seule consolation. Elles viennent, je le sens. À chaque pas que je fais, les images affluent, les époques se chevauchent. C'est comme si elles attendaient quelqu'un depuis longtemps. Venez, venez, tout se mêle. À Port-Royal, je pense au Balbulier qui faisait danser tout Montparnasse, mais aussi à Rilke qui arpentait inlassablement le boulevard en ne voyant partout qu'un peuple d'aliénés. Venez, Paris s'est vidé d'un coup pour vous laisser toute la place. Venez, le maréchal Ney continue, sabre clair, à vouloir allonger la longue liste de ses victoires malgré son immobilité de statue. Venez, est-ce cela qui s'est ouvert durant cette nuit? Les cloisons du temps? Je poursuis et descends doucement vers la Seine, et soudain, je m'arrête. La première plaque apparaît. Je la contemple et je lis « Ici est tombé le 25 août 1944 le soldat Revers Jean de la division Leclerc. » Je ne bouge plus. Tout est calme et silencieux autour de moi. Je regarde ce trottoir et j'entends les coups de feu qui ont claqué durant ces heures de combat. Là où je marche, des hommes se sont effondrés. 10 mètres plus loin, une autre plaque indique la mort du lieutenant Martinet le même jour. Ont-ils été soufflés par la même grenade? Tués par la même rafale? Je vois la colonne avancer sur l'avenue, puis s'immobiliser, prise sous les tirs nourris de l'ennemi. Des hommes sont morts en une seconde. Ceux qui les entouraient ont instinctivement rentré la tête dans les épaules, mais pour celui que la balle venait de transpercer, c'était déjà la plainte, le sang qui coule et la vue qui se brouille. On a appelé en hurlant des brancards qui ne venaient pas, ou pas assez vite. On s'est replié pour se mettre à l'abri. Les plus aguerris ont cherché à voir d'où provenaient les tirs, mais tout était confus. J'entends les ordres, les cris, le sifflement des balles, j'entends Paris qui a faim de liberté mais avance à pas lents. Chaque croisement est un piège, chaque course, chaque traversée de boulevard à découvert est un dé jeté pour la vie. Tout renaît par le pouvoir des mots. Depuis des jours, les jeunes gens scrutent le ciel avec impatience. La chaleur écrasante les empêche de dormir. Quelque chose attend dans l'air, disent-ils. Quelque chose qui gonfle et ne va pas tarder à craquer. Ils essaient de ne pas laisser voir leur impatience à l'occupant. Ils font mine de suivre le cours de leur vie normale. Cela fait des années qu'ils ont appris à ne rien dire, à baisser la tête lorsqu'ils passent devant un officier allemand pour ne rien laisser paraître. Cela fait des années qu'ils attendent. Mais bientôt, tout va craquer. Il n'y a plus de doute. Les Allemands sentent que ce silence dans les rues n'en est pas un, qu'il est faux, et cela les inquiète. Alors ils donnent l'ordre de désarmer certains commissariats sans se rendre compte que c'est ce geste qui précipite tout. Ils viennent de provoquer la colère qui mènera au grand craquement.
Dès le lendemain, c'est la grève générale. Paris se vide pour offrir à l'occupant un visage lisse de refus. Les rideaux de fer sont tirés, il n'y a plus personne dans les rues. Des jeunes gens encore parfois descendent à vélo les grandes avenues, ivres de pouvoir le faire à toute vitesse, je les vois, mais ils sont peu nombreux, car c'est dangereux. Tout est dangereux. Oui, je le sens, Paris retient son souffle, devinant que l'histoire va avancer d'un coup, que tout va s'accélérer, ce qui veut dire sang, cris, vie perdue, course dans les rues, ce qui veut dire urgence et inattendu, comme toujours lorsque l'histoire se réveille. Il faudra faire vite, avoir de la chance, garder son sang-froid. Tous les jeunes gens qui sont dans les comités de résistance ont hâte, ont peur, regardent le ciel, attendent des nouvelles, ont du mal à s'endormir, craignent de ne pas être à la hauteur, se demandent ce qui sera demain, ce qui ne sera plus. Et la réponse court finalement de rue en rue le 19 août, à 7 heures du matin, se répandant partout. Ce qui sera, c'est l'affrontement. 2000 policiers français se regroupent sur le parvis de Notre-Dame et entrent dans la préfecture. Ils ouvrent la porte, traversent la cour, montent l'escalier 4 à 4 et prennent possession des lieux. 2000 policiers qui hissent le drapeau français sur le toit et donnent le départ d'une accélération qui va se répandre partout. Alors, les jeunes gens qui attendaient leur heure comprennent que le jour qui vient de se lever est celui qu'ils espéraient. C'est maintenant. Il n'est plus question d'avoir peur, de réfléchir ou d'hésiter. C'est maintenant. On se bat, ça y est. J'en vois la trace sur les murs du boulevard Saint-Michel. Les armes ne sont pas nombreuses, mais elles circulent de main en main. Paris reprend possession de ses rues. On montre du doigt les postes tenus par les Allemands. On informe des allées et venues des chars ennemis. On dresse des barricades, coups de feu, explosions. Paris gronde et sursaute. Tout s'agite et court. On appelle d'un trottoir à l'autre. La jeunesse est à son affaire. Elle a envie de pousser toujours plus fort pour faire tomber l'ennemi. Je descends le boulevard Saint-Michel et je ne vois plus rien d'autre que cette agitation des combats. Je laisse glisser ma main sur les impacts du mur de l'école des mines et c'est comme de toucher du bout des doigts ces journées d'été où on espère la libération, où on court, plié en deux pour offrir moins de prise à l'œil des tireurs. Il fait chaud. Les jeunes gens sont en marcel ou en bras de chemise, avec leurs fusils à l'épaule. Cela leur donne des airs crânes. C'est maintenant que tout se joue. On échange des coups de feu d'un bâtiment à l'autre, d'un trottoir à l'autre. La division Leclerc est arrivée. Elle roule de la porte d'Orléans à la Seine, mais le jardin du Luxembourg résiste. Les Allemands sont retranchés dans le palais du Sénat, et aux abords des grilles du jardin, les accrochages sont violents. Je les entends. Ils sont si près. Ici est tombé le spahis Pierre Bounin de la division Leclerc. Quelques mètres plus loin, c'est Jean Montvalier-Boulogne, mort à 24 ans. Je vois son nom sur le mur de l'école des mines, et plus loin encore, sur le trottoir d'en face, André Lauzé, qui n'avait que 20 ans, et Jean Bachelet, jeune efféfi de 33 ans. Ils sont 6, tous plus jeunes que l'homme que je suis aujourd'hui, tous morts le même jour, sur ce tronçon de 400 mètres d'avenue que je ne mets que quelques minutes à parcourir. Chaque pas était une victoire sur le sang, en ce jour de combat, et la rue Soufflot devait sembler bien lointaine. Est-ce que eux aussi attendent de moi que je dise leur nom et les retourne en leur mort? Que je les fasse remonter au milieu des vivants pour prendre soin de ce qu'ils furent? Est-ce que la consolation du monde exige l'attention des vivants aux disparus? Les Allemands tiennent encore ici et là. Au Majestic, au Sénat, tout n'est que course et combat, ordre crié, rue vide et silhouette rapide, Paris est tendu. Qui sait comment cela tournera? Les balles ricochent sur les façades, font des bruits de fusées traçantes, et des jeunes gens tombent, chemises tachées, regards voilés. On meurt en été, dans cette ville qu'on ne verra pas libérée, et dans laquelle d'autres, plus tard, viendront vivre, se promener, s'asseoir. D'autres, oui, viendront sur les bancs du Luxembourg, à l'ombre de la statue de Verlaine, dans ce jardin paisible. Tant de petits Parisiens ont fait leurs premiers pas ici. Tant d'enfants ont tenté d'attraper les anneaux en bois du manège, ont poussé les bateaux à voile sur le grand bassin, en essayant de ne pas tomber dans l'eau ni de perdre le précieux bâton. Tant d'entre nous ont vécu ici, libres, légers, s'accoudant peut-être contre ces mêmes murs le long desquels les corps des combattants blessés se laissaient glisser sans force, sentant la vie s'échapper d'eux, trouvant injuste de mourir
par une si belle journée, dans une si belle ville, si près de la victoire. Ils sont là, tous, à l'endroit de leur nom gravé dans le marbre, ceux qui nous regardent vivre, et ils sourient sûrement de ce cadeau qu'ils nous ont fait. C'est peut-être pour cela que je dois les dire, pour qu'ils voient notre présent et sourient de notre liberté, tant de vie avant nous, tant de tumulte, et nous faisons ce qu'ils auraient aimé faire. Nous faisons ce pourquoi ils se sont battus. Nous nous embrassons sur les bancs publics, parce qu'il n'y a pas d'autre façon de célébrer la vie, et nous le faisons sans penser à eux. Penser à eux, à cet instant, serait accepter d'être grave, et nous devons rester légers, insouciants. C'est pour cela qu'ils sont morts. Légers, insouciants, c'est promis, de génération en génération, dans ces jardins qui ont saigné, légers, insouciants, parce que vous avez gagné, et que nous sommes libres, légers, insouciants.